Voilà, donc on est parti aujourd'hui pour le troisième live de décryptage de l'actualité ici avec les jeunes CDH. Je me présente, je m'appelle Martin Marinx, je suis namurois. Donc voilà, j'ai fait la route aujourd'hui pour venir décrypter l'actualité avec ma collègue de ce jour. J'espère que t'es venu en train quand même. Alors malheureusement, j'étais sur le chemin du travail, mais Ah écoute, non, mais ça va, j'ai une excuse à ce on niveau-là. t'excuse pour une fois. Donc moi je me présente, je suis Sophia Bellani, je suis conseillère communale et conseillère de police à Anderlecht. Et c'est pour moi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Très bien, donc on peut commencer tout de suite finalement parce qu'il y a Ouais, un sujet d'actualité qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la question du Brexit, parce qu'il va y avoir un vote dans la journée au Parlement anglais. Vous avez probablement suivi toute la semaine les péripéties, enfin depuis 2 ans maintenant, mais les péripéties de cette question du Brexit, avec donc le fait que le Parlement anglais refuse l'accord qui a été trouvé avec l'Union européenne, accord qui pourtant a été négocié pendant plus de 2 ans, enfin pendant près de 2 ans, mais en tout cas initié il y a plus de 2 ans. Et donc on se pose un peu des questions. Aujourd'hui la question c'est est-ce que le Parlement anglais va voter pour aller vers un no deal et donc qu'il n'y ait pas d'accord sur la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, ce qui serait relativement dramatique, mais ce qui était relativement aussi attendu. On savait qu'il y aurait des crispations pardon, sur la sortie de l'Angleterre. On était d'ailleurs assez dubitatif lors du référendum. Moi j'étais en Angleterre les mois qui ont précédé le référendum, je discutais avec les gens, eux-mêmes voilà, parlaient de sujets importants comme le, garder notre souveraineté, garder notre argent, mais ne parlait pas du fond, ne se rendait pas forcément compte des conséquences que ouais, ça pouvait avoir absolument. dans la vie des Anglais de tous les jours et puis dans la vie des autres pays de l'Union Européenne avec qui ils vont devoir d'une manière ou d'une autre garder des liens. Donc Oui, c'était c'est assez ça. problématique. Et donc, Et donc aujourd'hui, si finalement ils décident de faire un no deal, ça aurait des conséquences désastreuses sur les Britanniques. Et bien plus que ça, ce qui nous doit nous interroger, nous, en tant qu'Européens, sur toute la problématique du Brexit et de la volonté du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, c'est à un moment donné de voir que finalement, les populations ne se sentent pas nécessairement en lien avec le projet européen. Et là, c'est le rôle du politique de rappeler l'intérêt de l'Europe, de rappeler tout ce qui est nécessaire à l'Union européenne, mais bien plus que ça, c'est de faire en sorte que les citoyens s'approprient ce projet. Parce que tant que les citoyens ne se seront pas appropriés le projet européen, eh bien ça ne fonctionnera pas. Et on risque encore d'être confronté à l'avenir à enfin, on risque d'être confronté à des situations similaires. Et donc il revient aux politiques, et je pense aussi ici à la Belgique, de rappeler nécessairement l'importance du projet européen et de faire en sorte que la population se l'approprie. Ça, c'est vraiment fondamental pour pas qu'à l'avenir, on se retrouve dans des situations pareilles. Parce que dans ce genre de postulat, à un moment donné, ça favorise aussi l'émergence du populisme. Et on l'a bien vu, la campagne du Brexit a quand même été une campagne qui a quand même été remplie de fake news. Donc c'est aussi à nous de pouvoir observer ce qui se passe et d'en tirer toutes les leçons pour plus que ça n'arrive. voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas culpabiliser les gens qui ont voté parce que Non, non. manifestement ils n'avaient pas non plus toutes les informations. Donc c'est le rôle de l'Union européenne que d'arriver à être plus proactive pour expliquer ce à quoi elle sert, Ouais. les conséquences que ça peut avoir pour la vie des citoyens de tous les jours Mhm. et également des entreprises, mais aussi également ça va dans les deux sens. C'est aussi à l'Union d'être plus claire, mais aussi de se réformer pour qu'elle soit plus claire. Ça c'est relativement important. Une des conséquences dans la livre d'hier, c'était aussi le fait que certaines entreprises qui avaient besoin d'accéder au marché commun de l'Union européenne et autres, Mhm. et qui face à cette incertitude ont peut-être envie de quitter l'Angleterre, eh bien, devaient se rediriger vers le territoire européen. Et donc là, la place de la Belgique avait une importance, parce que Bruxelles est quand même centrale au niveau de Absolument. l'Union européenne, au niveau des institutions et autres. Et on a vu que notre structure institutionnelle n'avait pas permis forcément à ces entreprises de s'établir en Belgique, ce qui pose quand même question dans notre attractivité et dans notre lisibilité fondamentale. Donc la Belgique également, et c'est le lien avec la question de la 7e réforme de l'État, la Belgique également doit pouvoir s'en servir pour être plus lisible, et plus compréhensible et plus clair dans la vie de tous les jours, parce que c'est important. Oui, absolument. Et donc là, récemment, on a entendu qu'il y avait une volonté de faire une septième réforme de l'État, mais enfin, moi, j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment ça la préoccupation première des citoyens belges d'avoir une septième réforme de l'État. Est-ce que c'est vraiment ça les enjeux de la Belgique? Est-ce qu'on a, parce qu'on assiste à une paupérisation quand même importante de la population, on est tous confrontés au quotidien, on rencontre tous des personnes qui ont des difficultés
à boucler leur fin de mois, à pouvoir acheter un bien, des jeunes parents qui, dans le processus personnel, bah, veulent aller acheter un appartement, veulent mettre leur enfant à la crèche, font face à des dépenses qui sont quand même conséquentes. Je ne crois pas que la 7e réforme de l'État va répondre à leurs problèmes en premier lieu. C'est pas ça. Et ce qui nous reste fondamentalement dans le lien, parce que finalement la 7e réforme de l'État, c'est quoi? C'est faire en sorte de régionaliser les soins de santé. Mais les soins de santé, c'est le lien, c'est la solidarité qui existe entre Belges. Si on décide de couper là-dedans, bah, alors c'est le pas vers le confédéralisme. Et c'est pas du tout nous la vision que nous avons de la société. C'est important ce que tu dis, je vais rebondir sur le commentaire d'Alexis qu'on voit là en direct, qui nous demande comment s'approprier le projet de l'Europe avec des eurodéputés ultra payés et avec full avantage, donc beaucoup d'avantages. Et c'est en lien avec ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'à un moment donné, la situation, la population peut se fragmenter si on estime qu'il y a des différences immenses entre la classe politique dont on ne voit pas les actions au niveau de Bruxelles ou de Strasbourg, au niveau de l'Union européenne, et la situation d'éventuelle pauvreté ou de difficultés quotidiennes que les gens peuvent rencontrer. Ça, c'est fondamental comme question, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder pour rendre lisible l'action des gens. Et moi, je le dis sans être eurodéputé et sans avoir le salaire d'un eurodéputé, mais parce que je considère que si on s'engage à un certain moment donné, ça doit rester toujours pour l'intérêt général et savoir également brosser devant sa porte. Donc il est nécessaire d'avoir une structure, d'avoir la possibilité de rester indépendant sur plein de niveaux, mais il faut aussi pouvoir rester connecté à la vie de tous les jours, à la vie d'un honnête homme normal qui n'est pas forcément renseigné sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui va avoir l'impression que c'est quelque chose au-dessus de lui, qui le dépasse avec peut-être une caste politique qui aurait un salaire bien plus élevé que lui, ce qui entraîne une déconnexion. Effectivement, il faut pouvoir agir là-dessus tout en gardant l'indépendance du politique et qu'il puisse garder lui-même une possibilité d'action. Oui, mais et de manière générale, ce point de vue-là, ça peut même être appliqué chez nous en Belgique, où à un moment donné, on n'a pas l'impression que nos élus nous représentent véritablement. On fait aussi face à... dans la rue, quand on parle avec les gens, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment un monde entre les politiques et un monde entre les citoyens qui n'ont pas véritablement l'impression d'être représentés par ces politiques. Et donc c'est aussi repenser la démocratie de sorte que le citoyen s'est impliqué dans le processus de décision. Mais bien plus que ça, à un moment donné, je crois que les parlements doivent commencer à ouvrir leurs portes, que ce soit le Parlement européen, que ce soit tous les autres parlements, et à faire entrer la société civile, comme par exemple le fait le Parlement francophone bruxellois tous les mois, en organisant les jeudis de l'hémicycle, en faisant rentrer la société civile, en abordant des sujets, des thématiques spécifiques, pour conscientiser, sensibiliser les députés afin qu'ils puissent porter leurs projets. Et ça, ce sont des exemples qui doivent être, à mon avis, amenés de plus en plus dans tous les parlements. C'est aussi ça, il faut réformer nos institutions pour les rendre beaucoup plus accessibles aux citoyens. Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu de demain. L'enjeu de demain, c'est de faire en sorte que les citoyens comprennent de façon claire que finalement le Parlement, c'est leur maison aussi. C'est pas la maison des députés, c'est pas la maison d'une élite, c'est la maison c'est la maison des gens, quoi. C'est la maison des Belges. Il faut qu'on puisse garder la structure comme elle est. Je pense que la démocratie repose sur une évolution qui nous a fait nous fonctionner avec la démocratie représentative et autres. Malgré ça, ça n'empêche pas qu'il faille effectivement des interactions entre les autres, et pour qu'il y ait ces interactions, qu'il y ait une certaine compréhension mutuelle, et ça repose sur plein de choses. Je vois le commentaire d'Héloïse également sur la question géographique, sur la possibilité de savoir où se sont finalement les institutions européennes, savoir ce que ça veut dire, parce que quand on parle de Parlement européen, si on entend Strasbourg, si on entend Bruxelles, on ne sait même pas où ça se trouve, on ne comprend pas ces grands déménagements les jeudis une fois par mois, donc on se demande un peu ce que c'est ce Parlement, et ça, ce sont des choses dont on doit pouvoir discuter. Et c'était ça aussi la réponse d'Angela Merkel finalement à la carte blanche de Macron, qui était de dire ok, on doit faire une Europe plus forte, mais... Et c'est vrai qu'elle lui a posé des arguments qui étaient quand même relativement intéressants, dont le fait, ok, alors si on veut une Europe plus forte, pourquoi est-ce que la France ne cède pas son siège au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Europe Voilà, donc c'est vraiment aussi repenser, surtout dans une société où l'enjeu environnemental est quand même fondamental, faire déplacer les eurodéputés
vers Strasbourg, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire? Et ça, ces questions-là, il ne faut pas avoir peur de les aborder, parce qu'au plus on finit par dire non, c'est mon précaré, c'est à moi, j'ai pas envie que. Bah, alors non, on n'aura pas une Europe plus forte et on n'aura pas une Europe accessible. Et que je crois qu'il y a tout un travail à faire, un travail sur le terrain, un travail auprès des citoyens, pour comprendre ce qu'est l'Europe, son rôle, et à quel point finalement nous sommes liés à l'Europe, que c'est pas simplement une étape pour nous aux élections, on doit se dire ah oui c'est vrai, il faut que je vote pour l'Europe, je vais voter pour un tel. Non, l'Europe ça doit être quelque chose de beaucoup plus important et ça doit être expliqué, il doit y avoir tout un rôle du politique pour l'expliciter. Tout à fait, tout à fait. Et donc on en a parlé par rapport à la 7e réforme de l'État, je parlais rapidement, pour revenir sur ce sujet qui est quand même d'actualité, je parlais des entreprises qu'on n'arrivait pas à attirer en Belgique, avec la concurrence des autres pays de l'Union Européenne qui resteront dans l'Union Européenne après le départ de l'Angleterre, puisque c'est vers quoi on se dirige malgré tout, des problèmes institutionnels. Quand on dit dans l'actualité, c'est le CDNV qui en a parlé, qu'il faut aller vers une 7e réforme de l'État, je pense, enfin c'est mon avis et je crois qu'il est partagé par certaines personnes au sein du parti, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire aujourd'hui et qu'il y a des sujets bien plus complexes, bien plus importants comme l'environnement, comme toute cette question je pense qu'on a une époque charnière aussi, on est dans une crise de la démocratie, de la représentativité, toujours divisée, toujours entraînée à une refédéralisation et transférer des compétences aux régions qui ne se concertent pas entre elles, ce qui entraîne des choses parfois un petit peu absurdes dans les résultats quotidiens. Ça n'est pas une solution. Donc il ne faut pas tout fédéraliser. C'est l'évolution de la Belgique depuis des années, de tendre vers un certain nombre de compétences vers les régions. Mais tout de même, ces compétences doivent être transmises, en tout cas quand vraiment on peut se poser la question du changement institutionnel, donc quand on n'a pas des sujets bien plus compliqués devant nous, et en plus de ça d'une manière claire et coordonnée, parce que je prends l'exemple de l'environnement, parce qu'une partie de la crise de la démocratie aujourd'hui, avec les manifestations des jeunes et autres, eh bien, repose sur un souci qu'on a face à l'environnement et une réponse politique qui n'est pas suffisamment claire, qui n'est pas suffisamment rapide par rapport aux enjeux immenses que crée le climat. Et je pense qu'au sein des jeunes CDH, il y a des choses intéressantes qui ont été développées sur les voitures de société, sur d'autres, on peut en reparler évidemment, mais tout de même, ça nécessite d'avoir à un moment donné la position, je me suis perdu dans ma phrase par rapport à ce que je disais, mais je pense que ce que je voulais dire, c'est que vraiment le chantier de la régionalisation n'était peut-être pas, ou de la 7e réforme de l'État d'une manière plus globale, n'était peut-être pas la chose dont on devait se soucier dans les prochains jours. Ça a une importance politique pour certains partis de Flandre, mais ce n'est pas ce sur quoi on doit se... Je crois que ça ne doit pas du tout être à l'heure du jour. On vient juste d'avaler la 6e réforme de l'État, et qu'on se rend compte aussi que, par ailleurs, s'il n'y avait pas eu une régionalisation de certaines compétences, on n'aurait pas pu développer toute une série de stratégies. Je pensais à ce que Céline Frémaux a fait en région bruxelloise. Je crois que sincèrement, si les choses avaient été au niveau fédéral, on n'aurait pas pu aller aussi loin. Prenons simplement le débat du glyphosate, qui n'a pas nécessairement été partagé au fédéral, et qui ne... Voilà, il y a eu toute une série d'efforts qui ont pu être faits au niveau régional, donc c'est vrai que c'était intéressant, mais je crois qu'il ne faut plus avoir le tabou de penser qu'il faut tout régionaliser, et pourquoi pas ne pas refédéraliser certaines compétences. Certaines, et puis aussi avoir le débat sur comment est-ce que cette régionalisation opère, parce que notamment sur l'environnement, il n'est pas acceptable que quand on va en Pologne à la COP et qu'on n'a pas d'accord au niveau des régions, on n'ait pas un message clair sur l'environnement, puisque c'est vraiment le débat actuel. Donc ça amène des plus, ça amène des moins, mais simplement il faut en parler pour éviter simplement que les problèmes, les sujets soient bloqués par l'institutionnel et par la structure. Et ça, ce serait vraiment un souci si ça ne permettait pas d'avoir des résultats, ou si au contraire ça en bloquait certains, alors même que sur justement la question de l'environnement, sur la question de la migration dont on va pouvoir parler aussi, on a le besoin de se coordonner, puisque c'est des questions qui dépassent les frontières, et qui dépassent les frontières des États, alors encore plus des régions de la petite Belgique, évidemment. Absolument. Donc il y avait aussi un des sujets, c'était la pauvreté. Donc il y a une étude du baromètre de Testachet qui a dit que selon laquelle 68% des ménages belges ont des difficultés pour mettre de l'argent de côté. Oui, effectivement, et c'est ça, je pense, le véritable constat. Et donc c'est pour ça que je transite de la 7e réforme de l'État vers ça, parce que finalement, moi, à titre perso,
j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment des sujets de pure politique politicienne. Hein. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui va améliorer la qualité de vie des citoyens. De faire une 16e réforme de l'État, je crois qu'aujourd'hui, on est face à des vrais enjeux. Donc, on est jeune, on le sait très bien. Bah, demain, voilà, on trouve un boulot, on rencontre quelqu'un, on a envie d'acheter un bien. Acheter un bien, ça coûte extrêmement cher. Demain, on fait des enfants, on doit aller payer des crèches à des sommes exorbitantes. On se rend compte qu'il y a énormément de Belges qui ne sont pas capables de boucler leur fin de mois, qui doivent compter tout ce qu'ils dépensent, que le mot vacances devient un luxe, mais les chiffres sont relativement importants. Il y a une paupérisation de la population, et ça doit être ça l'enjeu. Ça ne doit pas de faire encore une réforme que le citoyen de facto ne comprend pas et ne comprend plus et est fatigué de comprendre ce type de réforme, cette volonté sans cesse de revenir vers un confédéralisme et allez on va changer ça, mais ça va améliorer notre qualité de vie, mais est-ce que finalement ça améliore quelque chose? Je ne pense pas que la 5e réforme de l'État améliorerait quelque chose. Je pense qu'on doit se concentrer sur les vrais problèmes des gens, à savoir qu'il y a une paupérisation, à savoir qu'à un moment donné on a quand même une classe moyenne pauvre, on a quand même des gens qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et donc, à un moment donné, il faut commencer à se refixer sur les vrais problèmes. Et c'est ça les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'on assiste quand même au développement progressif d'une paupérisation chez les gens qui travaillent. Comme on assiste aussi à la paupérisation des personnes qui sont retraitées. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, peut-être pas un jour de chômage et qui se retrouvent avec des 900, 1000 euros par mois à leur retraite et qui ne savent pas boucler leur fin de mois, qui doivent faire appel à leurs enfants, qui eux-mêmes ont des difficultés. Ça, ce sont de vraies réalités. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. C'est vraiment ça, l'une des priorités. Et je pense qu'en ce sens-là, il faut vraiment travailler là-dessus parce que si on assiste à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même un échec collectif, quoi. On est d'accord. Je vais faire un lien tout de suite avec peut-être la question qui avait été posée par Clara avant le début du débat, parce qu'elle parlait justement dans toutes ces questions, dans tous ces débats, dans tous ces enjeux de la Belgique, quelle était cette voix qui pouvait être portée par le CDH. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est effectivement important d'en parler, parce que sur un sujet qui me tient à cœur, j'en ai parlé et je vais finir par en parler, c'est la migration. Là-dessus, il y a un ADN très clair qui peut être donné en réponse au souci de la migration, mais dans d'autres matières, il apparaît moins clairement, parce que probablement ces matières sont moins clivantes et nécessitent un peu plus de nuances, un peu plus de modération. Et c'est vrai que dans ce grand débat, avec des sujets variés et avec parfois des avis variés, la nuance, la modération, l'écoute de tous et le respect, ce qui, je pense, est le message du CDH, peut se matérialiser en une sorte de mollesse ou de manque de réactivité. C'est pas forcément un souci en soi, je pense, parce que ça amène le débat et ça amène des échanges clairs sur certains sujets. Alors, tu peux peut-être rajouter un truc là-dessus. Sinon, après, j'embraye sur la migration, parce qu'il faut vraiment pas que je le perde de vue. Non, t'inquiète pas. Non, c'était tout simplement pour dire que c'est peut-être aussi ça la difficulté du CDH, c'est de faire comprendre son message. Et j'avoue que moi, à titre perso, quand je me suis engagé au CDH, c'était pour des raisons qui étaient relativement simples et très claires. C'est que, en fait, le CDH, pour moi, c'est le parti qui laisse personne de côté. C'est le parti qui transcende l'individualisme. C'est le parti qui veut aider tout le monde et qui pense à tout le monde. Qui pense sincèrement que la société individualiste dans laquelle on évolue, où chacun trace sa route sans regarder à côté, où on habite parfois dans des immeubles où on ne connaît pas ses voisins, j'ai pas l'impression que ça nous a mené à quelque chose de positif. Honnêtement, je ne crois pas que ça a fonctionné. Et c'est ça la subtilité du CDH, c'est que nous, on veut rassembler les gens. On ne veut pas les opposer. On ne veut pas opposer les pauvres et les riches. On veut faire en sorte de construire une société où tout le monde a sa place. Et c'est vrai, c'est ça le CDH. On veut que tout le monde ait sa place et on veut faire en sorte qu'on laisse personne de côté, en ce compris les migrants, en ce compris toutes ces personnes dont on ne veut pas parler, dont on n'a pas nécessairement envie donc qui sont des sujets d'actualité et qui font en sorte qu'à un moment donné, la nuance du CDH est parfois difficilement compréhensible dans une société de consommation. On a besoin du tout de suite avec une réponse extrêmement claire. C'est toujours effectivement
sans schéma, bateau, mais le débat des oppositions entre, par exemple, le tout à l'économie ou le tout au social, et des choses comme ça, qui sont effectivement très visibles, très clivantes et très visibles pour le débat public. Et puis alors, il est très simple d'asséner une vérité sur un sujet qui sera reprise très rapidement en étant très à droite sur quelque chose ou très à gauche sur une autre. Mais je pense qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, avec ce H de humain, ce H d'humanisme, le but est surtout de mettre la personne au centre du débat, au centre c'est le cas de le dire, et d'arriver à la rendre acteur d'elle-même dans une société qui est variée, qui est diverse, qui est multiculturelle, et qui forcément n'est pas noire ou blanche dans tous les cas. Ça c'est fondamental, et ça doit être très clair, et ça doit être pris en compte. Maintenant, effectivement, il y a des sujets, je suis enfin dessus, des sujets qui sont vraiment où le message est très clair et ne peut pas être dilué, ou ne peut pas être en tout cas perdu dans une sorte de distinction gauche-droite. C'est vraiment celui de la migration. C'est dans l'actualité de cette semaine également. On a choisi d'en parler parce qu'on a parlé des 20 ans du centre fermé de Votem, alors qu'il était censé être provisoire. Donc ça montre quand même certains soucis dans la gestion de la migration. Alda Gréoli ce matin, de manière peut-être très intéressante, à la radio sur Matin Première, parlait d'une proposition qu'on a avancée, qui était de dire qu'il devrait être normal de pouvoir apporter une aide financière aux hébergeurs de migrants, et de simplement, à nouveau, puisque l'humain est au centre de tout, à nouveau encadrer le fait que ces personnes, avant de rentrer dans la case de tous les accords internationaux sur la migration, étaient des humains et n'étaient pas présumés coupables d'être migrants, et qu'il fallait effectivement encadrer cela sans que ça soit dans un parc ou dans la rue, laissés à eux-mêmes, et à entraîner une sorte d'impression générale que la migration est quelque chose de mal, et quelque chose dont on ne doit pas s'occuper. Donc c'était une proposition très claire des jeunes CDH d'encadrer les hébergeurs, et le lien avec Votem, c'est la même chose. L'enfermement, encore moins l'enfermement des enfants, là j'en parle pas, parce que c'est également quelque chose sur lequel on est très clair, on n'enferme pas un enfant, évidemment. Encore moins pour les enfants, les centres fermés ne sont pas, dans tous les cas, une réponse à donner à ces fameux illégaux dont on parle si généralement, et sans prendre en compte le caractère individuel de la situation, pour tous les cas. Et donc le provisoire qui devient du long terme, qui pourrait devenir du définitif, n'est pas je pense, une solution. Ça n'est pas non plus une solution de diaboliser une partie des gens, ou de se refermer sur soi-même, encore une fois, parce qu'on est dans un monde globalisé, parce que ces problématiques de la migration n'ont pas de frontières, et qu'il faut pouvoir du coup avoir une vision concertée, et une vision qui en tout cas n'est pas à tendre vers la criminalisation plus Absolument. automatiquement. Mais je me permettrai aussi de rajouter que en même temps, il faut pouvoir aussi entendre la peur des gens. Ça, je crois qu'il faut aussi pouvoir entendre la peur des gens, et il y a tout un travail à faire, à leur expliquer en fait que tous ces gens qui fuient tous ces pays de guerre, c'est pas des pays où on irait passer de congés. Et il faut expliquer aussi toutes les problématiques. Et je crois qu'il ne faut pas non plus avoir la volonté de dire « Oh, mais vous êtes méchants, vous ne voulez pas d'eux. » Non, il y a tout un travail éducatif à faire à côté, et à expliquer la situation dans les pays. Tous ces migrants, je pense particulièrement aux femmes yézidis, je pense particulièrement aux yézidis qui fuient, qui ont été maltraités. Enfin, il y a vraiment des problématiques que les gens ignorent, et que si je pense qu'on leur expliquait avec un petit peu... qu'on leur expliquait simplement ces problématiques-là, les gens réagiraient simplement différemment. Voilà, c'est ça. C'est aussi ça le truc. Hein. Tout à fait. Je pense que c'est une parfaite conclusion pour notre discussion globale, parce qu'il y a derrière ça l'idée de dire il faut être clair, il faut expliquer, il faut partir des faits et du concret. Je pense que c'est ressorti de notre discussion dans tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Mais malgré tout, ne pas culpabiliser les personnes, ne pas culpabiliser celui qui n'a pas forcément la possibilité d'y voir clair, et ne pas, si un avis est porté, ou si une personne prend sa voiture pour
pour se rendre quelque part, ce n'est pas forcément de sa faute, c'est parce qu'on ne lui offre pas une autre possibilité. L'État n'a pas à se substituer à tout ce que fait l'humain, évidemment, mais malgré tout, il est plus en mesure que la personne qui a besoin de son travail pour nourrir sa famille et pour se loger, il est plus à même d'avoir une vue globale sur les sujets et de prendre des décisions concrètes qui entraîneront, je pense, des effets sur les sujets de société importants qu'on a abordés, la migration, certainement l'environnement, et puis surtout la crise de la démocratie et la place des personnes dans la politique, finalement, pour l'engagement, pour le bien commun, qui reste, je pense, la clé de tout. Absolument. On a le temps de faire un autre sujet ou bien on s'arrête là? On a le temps. Je sais pas, moi j'avais envie de parler un peu de la pollution de l'air, qui tue davantage que le tabac. Mais c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose dont on parle depuis peu, enfin depuis quelques années. On parle de plus en plus de la pollution de l'air et de son impact sur la santé des personnes, et j'ai pas l'impression que parfois qu'on mesure la gravité de ces éléments-là. La pollution de l'air, on a quand même vu une recrudescence des allergies chez les personnes. Il y a toute une série de maladies qui sont inexpliquées et que parce qu'elles sont inexpliquées, bien, on leur donne des causes environnementales. Et donc je crois que ça doit être un des gros combats, c'est qu'à un moment donné, on doit prendre conscience du fait que ça doit être un combat premier. Et pour nous, pour les jeunes CDH, je crois que tout ce qui est l'environnement, c'est aussi ça. C'est aussi veiller à ce qu'à un moment donné, la qualité de l'air qu'on respire, faire en sorte qu'on ne va pas tomber malade. C'est un tout, effectivement, et c'est des sujets qui se recoupent, hein, parce que l'environnement influe sur le pouvoir d'achat, dans le sens où on sera malade et on ne pourra plus aller travailler. Donc c'est toutes des choses qui sont liées entre elles et dans lesquelles l'homme doit être au centre, je pense. L'homme au sens d'humain, évidemment. Oui, et en plus, donc, tous ces 9000 jeunes qui vont tous les jeudis manifester, eh bien, il faut les écouter, les soutenir, entendre ce qu'ils ont à dire et aussi prendre ça en considération, de comprendre que maintenant l'enjeu environnemental, c'est pas l'enjeu d'un parti, c'est l'enjeu c'est vraiment l'enjeu de tous les partis, c'est un enjeu de société et qu'en plus de ça, il va falloir travailler collectivement. Je ne pense pas que nous sommes les seuls détenteurs d'une quelconque vérité universelle. Et je crois sincèrement que c'est en travaillant ensemble, en dépassant la particratie, qu'on y arrivera. Exact. Et c'est pas de la récupération de parler des manifestations. Je pense à l'édito de Francis Van Westein dans la Libre Belgique de ce début de semaine, qui disait qu'effectivement, Écolo, à un certain moment donné, a créé ce parti parce qu'il était conscient en tout cas les fondateurs ont créé Écolo, parce qu'ils étaient conscients des enjeux importants qu'entraînait l'environnement. Le problème n'est pas Écolo. Écolo a une place immense et elle est importante parce que cette voix n'aurait pas été entendue forcément autrement avant. Or aujourd'hui, la question dépasse la logique de parti, la question de l'environnement, et doit être entendue globalement, et c'est des réponses concrètes qui doivent être apportées. J'ai parlé de la suppression du système de déduction fiscale des voitures de société, on a parlé de la taxe kérosène, c'est des réponses concrètes qui doivent être apportées de manière concertée, sans respecter une logique de parti, tout simplement parce que ces sujets-là méritent qu'on se crée un futur ensemble et sans division, et en tout cas un futur qui soit basé sur la réalité des choses et des faits. Et de toute façon, en Belgique, on ne gouverne pas seul. D'emblée, c'est vrai que c'est lié à notre... Le système fait qu'on gouverne pas seul, donc il va falloir transcender. Il va falloir écouter il va falloir transcender. Donc quoi qu'il advienne, à un moment donné, tous les partis devront s'asseoir et tous les partis devront dire ok, c'est une priorité absolue. Et c'est une priorité absolue parce que c'est pas simplement nos avenirs à nous, c'est l'avenir des générations futures qu'on est en train de construire. Et moi j'ai un petit garçon et j'ai envie qu'il grandisse dans un monde beaucoup plus sain. Et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que politique, en tant que militant, de porter ces voix-là au sein même de nos structures particratiques, mais de dire aussi à tous les autres jeunes des autres partis qu'à un moment donné, on doit tous s'asseoir, se rassembler et construire ensemble. Parce qu'on arrive... En Belgique, c'est pas possible. Nous ne sommes pas la France, nous sommes une démocratie représentative, donc tous les partis gouvernent ensemble, donc à un moment donné, il va falloir s'asseoir, discuter et construire ensemble. Voilà. Très bien, je pense que c'est une parfaite conclusion. Je pense qu'on peut se féliciter nous-mêmes de ne pas avoir fait comme Christophe la semaine dernière, à savoir martyriser les crocs sans du divan. On y est parvenu, Christophe, donc voilà. On est relativement fiers de ça. On sera un exemple pour toi. La prochaine, ça va ? Voilà, merci à tous en tout cas. Merci en tous les cas.